Bonjour tout le monde! Si vous avez regardé ma première vidéo sur les banques, vous savez que la plupart de nos banques financent des projets très problématiques, comme par exemple des projets d'énergie fossile qui représentent des véritables catastrophes environnementales et qui ne respectent pas du tout les populations qui habitent à l'endroit où ces projets sont mis en œuvre. Aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser aux pratiques financières des banques, qui ne sont pas toujours légales et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Par exemple, des banques françaises ont été condamnées à des millions, voire des milliards de dollars d'amende pour avoir violé un embargo des États-Unis et avoir conclu des affaires avec le gouvernement soudanais, qui était accusé de soutien au terrorisme international et de crimes contre l'humanité au Darfour. Une autre enquête judiciaire est actuellement en cours contre BNP Paribas pour complicité de génocide. La banque est accusée d'avoir autorisé une transaction financière entre le Rwanda et un marchand d'armes, en sachant très bien que les 80 tonnes d'armes qui ont pu être achetées serviraient au génocide des Tutsis par les Hutus, et alors que toute livraison d'armes au Rwanda était interdite par l'ONU. Certaines banques sont aussi accusées de complicité de blanchiment d'argent. Par exemple, HSBC a été condamné à une petite amende de 2 milliards de dollars pour avoir fait entrer aux États-Unis des sommes importantes issues du trafic de drogue au Mexique. Et si je dis que c'est une petite amende, c'est parce que la banque aurait dû être condamnée pénalement, mais que les États-Unis y ont renoncé par crainte de déséquilibrer l'économie nationale ou même mondiale. On dit que certaines banques sont too big to jail, trop grandes pour être condamnées. En d'autres termes, elles sont plus ou moins au-dessus des lois. Un autre problème qui nous touche directement est l'évasion fiscale. Premièrement, la plupart des grandes banques aident les grandes entreprises et les personnes les plus riches à échapper à l'impôt en créant pour elles des comptes offshore. Deuxièmement, ces mêmes banques pratiquent l'évasion fiscale pour elles-mêmes en cachant une grande partie de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux pour ne pas avoir à payer d'impôts dessus. C'est des milliards et des milliards d'euros ou de dollars qui échappent comme ça aux États et qui manquent quand il s'agit de financer les hôpitaux et l'assurance maladie, les universités et les écoles, les retraites, les logements sociaux, les transports publics, la transition écologique, la culture et encore plein d'autres choses. Il n'y a pas d'argent magique. Troisième problème important, la plupart des banques spéculent sur les marchés financiers et prennent ainsi le risque de perdre des sommes colossales. Un exemple parmi d'autres, celui de Jérôme Kerviel, qui a été accusé d'avoir fait perdre presque 5 milliards d'euros à la Société Générale en 2008 en fraudant. Il a été condamné à une peine de prison et à une amende de presque 5 milliards d'euros, vraiment. Et la Société Générale a bénéficié d'un crédit d'impôt de plus de 2 milliards d'euros pour compenser ses pertes. Mais la justice a fini par reconnaître la responsabilité de la banque, qui incitait à la prise de risque et qui était parfaitement au courant des agissements de son trader. Pourtant, même si la fraude de Kerviel est avérée, tout le reste est encore enveloppé de beaucoup de mystères. Premièrement, le trader conteste la perte de presque 5 milliards d'euros et réclame une expertise indépendante sur les comptes de la Société Générale que la justice refuse de lui accorder. Selon Kerviel et des experts indépendants, la banque aurait en fait perdu des sommes très importantes, notamment à cause de la crise des subprimes en 2007, et aurait décidé de tout mettre sur le dos de Kerviel. Deuxièmement, Kerviel affirme que la Société Générale a manipulé l'enquête et de nombreux éléments semblent lui donner raison. Par exemple, des parties d'un enregistrement semblent avoir été effacées. Et quelques années après le début de l'affaire, la policière responsable de l'enquête a pris conscience d'avoir été instrumentalisée par la Société Générale et a dénoncé une justice partiale qui l'empêchait de mener son enquête en toute indépendance. Elle a aussi enregistré à son insu une magistrate qui affirmait avoir classé sans suite une plainte de Kerviel contre la Société Générale en raison de pression de sa hiérarchie. La justice nie pour l'instant toute irrégularité et refuse de donner raison à Kerviel. Donc cette affaire, en plus de démontrer la vulnérabilité des grandes banques qui peuvent perdre des sommes colossales, semble aussi suggérer que certaines banques sont suffisamment puissantes pour interférer avec la justice. En attendant, le ministère de l'économie et des finances français a lancé une procédure pour récupérer le crédit d'impôt de 2 milliards d'euros accordé à la Société Générale, puisqu'elle n'était pas une simple victime de la perte, mais qu'elle en était partiellement responsable. Mais on ne sait toujours pas si cette procédure aboutira. Si des États aident des banques à compenser certaines de leurs pertes, c'est parce qu'on considère que la faillite de certaines banques serait dangereuse pour l'économie. On identifie à travers le monde une trentaine de banques systémiques qui sont dites non seulement too big to jail, trop grandes pour être condamnées, mais aussi too big to fail, trop grandes pour faire faillite. Autrement dit, les États sont les garants qui permettent aux grandes banques de faire n'importe quoi et de prendre des risques énormes sans avoir à en subir les conséquences. C'est un casino extraordinaire parce que pile je gagne, face le contribuable paye. La crise financière de 2007-2008, qui nous touche encore aujourd'hui, a été en grande partie provoquée par les pratiques financières irresponsables des banques, qui ont ensuite dû être sauvées par les États. Ce sauvetage a notamment pris la forme de prêts qui ont été remboursés, mais il a quand même coûté des milliards d'euros aux États européens. Par exemple, certaines banques ont dû être nationalisées pour être sauvées, avant d'être à nouveau privatisées à un prix inférieur au prix de nationalisation, ce qui a coûté des sommes importantes aux États concernés. La rémunération des cabinets d'audit qui ont prodigué leurs conseils souvent inefficaces lors de ce sauvetage des banques a également coûté des millions d'euros aux États.
Autre facette de la spéculation des banques, celle qui concerne les matières premières agricoles. De nombreuses études suggèrent que depuis le début du XXIe siècle, la dérégulation du marché des denrées alimentaires dans de grandes bourses comme celle de Chicago a fortement contribué à une hausse importante du prix de certains aliments de base comme le blé ou le maïs. En gros, les personnes ou les entreprises qui spéculent s'échangent à très grande vitesse des contrats qui permettent d'acheter des matières premières agricoles, mais sans aucune intention d'acquérir ces denrées alimentaires, ce qui crée une demande artificielle et fait grimper les prix. Now, Par exemple, entre juin 2007 et juin 2008, le prix du blé et du maïs a augmenté de 140% à la bourse de Chicago. Une hausse aussi importante a fait basculer dans la pauvreté des dizaines de millions de personnes qui consacraient presque la totalité de leurs revenus à leur alimentation. Et les banques dans tout ça ? Elles gèrent des fonds qui spéculent sur les matières premières agricoles et dans lesquels elles proposent à leurs clients et leurs clientes d'investir pour espérer gagner de l'argent, mais en prenant le risque d'en perdre. Mais dans tous les cas, la banque fait du profit puisqu'elle prélève une commission sur toutes les opérations. The good part, William, is that no matter whether our clients make money or lose money, Duke and Duke get the commissions. On voit donc que les grandes banques ont un pouvoir démesuré. Elles influent sur l'économie mondiale et probablement sur le prix des denrées alimentaires. Elles privent les États d'une partie de leurs revenus à cause de l'évasion fiscale, et tout ça en étant rarement inquiétés ou en devant parfois payer des amendes qui ne sont pas suffisamment importantes pour être dissuasives. Mais les banques ont aussi une influence beaucoup plus directe sur la politique des différents gouvernements à travers leurs activités de lobbying. Par exemple, à la Commission européenne et à la Banque centrale européenne, des groupes de conseil concernant des sujets bancaires et financiers sont composés en grande partie ou presque exclusivement de personnes issues des principales banques ou qui ont des liens étroits avec elles. À la Banque centrale européenne, c'est principalement la Deutsche Bank, la Société Générale, BNP Paribas, le Crédit Agricole, ING et d'autres banques, tandis que pas un seul siège de conseil est occupé par une personne issue du milieu universitaire et que les intérêts des citoyens et des citoyennes sont presque pas représentés. C'est des institutions comme la Commission européenne et la Banque centrale européenne qui mettent en place des politiques qui nous affectent tous et toutes si nous vivons en Europe et qui imposent l'austérité à des pays comme la Grèce, l'Italie ou l'Irlande. Et ces politiques bénéficient en grande partie aux banques, qui sont donc dans une situation de conflit d'intérêts flagrant. Les grandes banques sont donc des sortes de monstres hyper puissants, et elles risquent de le devenir encore plus puisqu'on parle de possibles fusions de différentes banques européennes. Du coup, je résume. La plupart des banques ont des pratiques inadmissibles, mais les plus grandes d'entre elles sont plus ou moins intouchables, donc on peut rien faire du tout. Super! Sauf qu'en fait, il y a des choses qu'on peut faire. D'abord, on peut soutenir par des dons, du bénévolat, en signant des pétitions ou en participant à leurs actions, des associations comme Oxfam ou Attac qui luttent contre les dérives des banques et qui arrivent parfois à les faire plier. Et puis, on peut changer de banque pour choisir une banque éthique. Mais comment on fait pour savoir que les banques éthiques sont véritablement meilleures et qu'elles ne sont pas simplement intéressées par le pognon comme n'importe quelle autre banque ? Réponse dans ma 3e vidéo. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le sujet et si vous voulez vérifier mes sources, vous pouvez aller faire un tour sur mon blog. N'hésitez pas à mettre des likes et des pouces bleus, à partager autour de vous cette vidéo et mon article de blog parce que c'est des sujets vraiment importants. Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires évidemment. Et pour rien rater de mes prochains articles et vidéos, vous pouvez me suivre sur mon blog, sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Ramasphère et Mastodon. Allez, portez-vous bien et à bientôt. My telephone rang one evening, my buddy called for me. Said the bankers all are leaving, you better come round and see. It started in Revelation, they robbed the nation blind.